Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel de notre formation en 30 jours Azure. Aujourd'hui, on va parler du IAC principalement avec l'outil RM Template de Azure. Donc déjà, je vous résume la situation, ce que nous allons faire. Vous savez, quand on travaille avec Azure, depuis que nous travaillons avec Azure, nous avons créé des machines virtuelles. D'accord, laissez-moi changer de crayon. Je vais nettoyer ça. Voilà, comme je disais, nous avons créé des VM, nous avons créé des storage accounts, d'accord? Nous avons créé pas mal de choses. Nous avons créé des VNet, des Network Security Group, etc. Mais nous avons fait en passant soit par le portail, par Azure Portal, ou en passant par Azure Command Line Interface. Voilà les deux méthodes que nous avons utilisées jusqu'ici. Ce qu'il faut connaître, c'est qu'en entreprise, voilà, en entreprise, de manière professionnelle, on va travailler avec le portail. Donc, généralement, on va aller sur le portail, on peut aller lire, checker des choses sur le portail. Mais généralement, on va éviter de faire des actions telles que modifier, créer sur le portail. Il faut bien comprendre. On va éviter de faire des actions comme modifier, créer, supprimer sur le portail. Donc, ces actions-là, généralement sur le portail, on vient lire, on vient voir, est-ce que on veut vérifier une information sur le portail. Maintenant, avec le command line interface aussi, d'accord, avec le command line, généralement aussi avec le command line, on peut faire des créations, comme nous avons vu dans le tutoriel précédent, on peut modifier tout ça, tout ça. Mais aussi avec le command line, tu peux faire pas mal de choses, mais ça ne résout pas les problèmes que nous avons vus dans le tutoriel passé, dans un des tutoriels passés. Disons que tu veux créer une machine virtuelle, un VNet, etc., un subnet, etc. Tu ne peux pas faire ça en une seule commande. D'accord? Tu peux soit écrire un shell où tu mets les commandes Azure Command Line Interface, mais tu ne peux pas seulement écrire une commande qui permet de créer tout cela. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Maintenant, il faut savoir qu'il y a d'autres outils comme Bicep que Azure met à votre disposition. Il y a aussi l'ARM Template qui est le premier outil, hein, l'ARM Template que Azure met à votre disposition. Donc, l'ARM Template, c'est vraiment le premier outil au format JSON qui te permet de créer toute une infrastructure à partir d'un fichier JSON. D'accord? JavaScript Object Notation. Maintenant, le Bicep, c'est un langage de description, ok? Mais lui, il est là pour faciliter la lisibilité par rapport au ARM Template. Aujourd'hui, on va plus travailler avec le RM Template. Pourquoi je vous enseigne le RM Template? Moi, je me dis que pour des personnes qui veulent travailler avec Azure, il faut que vous soyez capable de savoir au moins les outils qui sont à votre disposition pour pouvoir faire telle ou telle chose. Donc, je vais vous apprendre l'ARM dans ce tutoriel. Le prochain tutoriel, ça sera Bicep. Et le dernier tutoriel sur le IAC, ça sera Terraform. D'accord? Donc, maintenant, il faut comprendre l'architecture même du IAC sur Azure. Vous devez savoir que sur Azure, tout passe par le RM. Azure Resource Manager. Nous avons déjà parlé de ça au début de cette formation. Tout passe par le RM. Pourquoi tout passe par le RM? Disons que tu utilises Bicep ou bien Terraform ou bien l'ARM Template. D'accord? Alors, tout ça, ce sont des outils d'IAC. Nous sommes d'accord, d'infrastructure as code, infrastructure en tant que code. Ça veut dire que j'ai créé l'infrastructure à partir du code. Maintenant, ici, j'écris un code qui n'a rien à voir avec celui-ci. Parce que les trois ont leur syntaxe. Chacun a sa syntaxe. Je peux aussi utiliser Azure Command Line Interface. Chacun a sa syntaxe et tous vont devoir créer quelque chose chez Azure. C'est pour ça que Azure met
un translator. OK, c'est un translator ici, donc un transformateur donc on va plus parler de transformer ici, un transformateur qui va comprendre chacune de vos instructions que vous envoyez et savoir quelle API, comment traduire votre instruction à la même API qui crée la VM. Disons qu'ici, tu as mis un code qui crée la VM. Ici, tu as mis un code qui crée la VM. Ici, tu as mis un code qui crée la VM. Ici, tu as mis un code qui crée la VM. Ici, c'est vraiment un très bon design système que Azure a mis sur pied ici là. Pourquoi? Je vous explique. En fait, imagine que je devais créer la VM avec Bicep et que sa méthodologie de création est différente de celle de Terraform. Ce qui veut dire que je devais avoir plusieurs compilateurs ou bien transformateurs à ce niveau. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Mais ce que Azure a fait, ils ont construit un outil qui s'appelle l'ARM, Amazon Resource Manager. Ça, c'est un très bon design. Maintenant, s'il y a des développeurs qui suivent cette formation, alors vous devez vraiment comprendre ça. Ça, c'est vraiment un très bon design et même quand vous développez des applications, il faut avoir par exemple ce genre de design à l'esprit. Donc, derrière ici, là, il y a une seule API que, quel qu'en soit ce que tu appelles, pour créer une VM, au finish, c'est la seule API qui est appelée pour créer la VM. Ça veut dire que Azure, de son côté, est sûr que si l'ARM laisse passer ta requête, alors, en fait, ta requête, elle est très bonne et elle va se créer sans problème. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, que ce soit Bicep, que ce soit Terraform, que ce soit l'ARM template, que ce soit Azure Command Line Interface, tous vont passer par l'ARM. Donc, aujourd'hui, on va parler de Azure, de l'ARM template et le format JSON pour pouvoir créer l'infrastructure. Donc, j'ouvre le cours sur GitHub. Le cours, je l'ai déjà publié. Donc, comme toujours, vous devez forquer. OK, le cours, le voici. Donner une étoile au cours. Forquer aussi formation DevOps. Donner une étoile aussi à cette formation DevOps. Par exemple, je vous ai dit, la troisième vidéo de cette série du IAC sera par exemple Terraform. Mais pour vous dire vrai, je ne vais pas vous expliquer Terraform, entrer en profondeur ou bien faire beaucoup de projets dessus comme je l'ai fait ici. Il y a déjà un cours complet ici sur Terraform que vous pouvez suivre pour avoir déjà les bases. Parce qu'ici, je serai un peu très avancé techniquement avec ça et je vais vous diriger, chaque fois que je vais utiliser un truc, je vais vous diriger vers la formation DevOps qui se trouve ici. D'accord? Donc, on va entrer ici et je tiens à rappeler encore avant que sur Runbookly, venez sur Runbookly. Je ne sais pas pourquoi vous ne venez pas dessus. Si vous avez des questions, ne m'écrivez pas sur WhatsApp. Je dis encore, ne m'écrivez pas sur WhatsApp, ne m'écrivez pas sur LinkedIn. Venez directement ici, sur communauté ici, là. Allez sur forum, bien évidemment, après avoir créé un compte. Voilà les différents forums qui sont là. Entrez dans Azure 30 jours, posez votre question directement ici et je vais répondre à votre question. D'accord? Maintenant aussi, il y a une formation que je vais lancer sur les systèmes design. Si vous voulez suivre cette formation, venez dans ce groupe général, présentez-vous et dites que vous voulez la formation système design pour construire des architectures logicielles. D'accord? Voilà, donc faites cela vraiment si vous voulez que je vous réponde rapidement. Ne m'écrivez pas sur LinkedIn, sur TikTok ou quoi que ce soit. Écrivez directement dans un forum ici. Et si vous avez besoin d'entrer dans les forums premium, alors vous pouvez tout simplement souscrire à un abonnement. Si vous avez besoin d'un rendez-vous avec moi pour parler d'un problème technique, de votre carrière, pour avoir des conseils venant de moi, vous pouvez aller sur rendez-vous. Vous pouvez prendre rendez-vous sur plusieurs thématiques. Par exemple, voilà les heures où je suis disponible. Si tu cliques ici, tu vas voir les thématiques que j'aborde lors du rendez-vous que tu peux aborder avec moi. Ça peut être une aide rapide, ça peut être un audit
technique de projet, ça peut être du coaching de carrière, ça peut être de la consultation DevOps et Cloud, ça peut être de la consultation technique software au niveau des architectures, ça peut être du mentorat premium pour les fondateurs de startups, les créateurs de SaaS et pour les tech leads. Donc, si tu veux par exemple lancer un SaaS, etc., tu ne veux pas perdre du temps, tu veux apprendre de mes erreurs parce qu'il faut savoir, j'ai une entreprise d'IT au Cameroun qui aujourd'hui, ça fait déjà 4 ans que ça existe. Si tu veux apprendre comment je fais pour piloter cette entreprise qui emploie environ 10 développeurs, alors tu peux prendre aussi un rendez-vous. Pardon. Voilà, donc on va passer à un autre cours ici. Donc, Azure. OK, c'est le jour 12, hein, voilà. On va aller dans le cours. Donc, formation Azure Resource Manager et Infrastructure as Code. Donc, on a le sommet. Donc, déjà, c'est quoi le Infrastructure as Code? Vous connaissez, hein, c'est une pratique DevOps donc, qui consiste donc à provisionner l'infrastructure à l'aide des fichiers de configuration. C'est tout. Tu écris du code qui te permet de créer ton infrastructure, d'ajouter une machine virtuelle, de créer une VNet, tout ça dans un fichier et tu lances une commande une seule fois, que de faire des clics monter par-ci par-là. Et ça te permet aussi d'être structuré, d'être mieux organisé, de savoir ce que tu as créé et ce que tu n'as pas créé, de savoir ce que tu as modifié et ce que tu n'as pas modifié. Par contre, en partant sur la plateforme, sur le portail Azure, commencer à faire des clics, tu peux être égaré sur des milliers de services, et de liens qui existent. Parfois, tu ne sais même pas où tu te trouves. C'est pour ça que le IAC est quelque chose que tu dois prendre au sérieux parce qu'en entreprise, en tant que DevOps ingénieur ou bien dans l'équipe des opérations, tout ce qu'on va faire au quotidien, ça sera avec du IAC. Donc, ça te permet donc la reproductibilité, l'auditabilité, comme je vous disais, tu sais ce que tu as créé, tu sais ce que tu n'as pas créé, etc. Parce que le code doit être hébergé, bien sûr, dans un repository. Et c'est là l'outil de contrôle de version sera donc quoi? Git. La réduction des erreurs, plus de clics manuels ou de commandes oubliées, etc. C'est ce que je vous disais tantôt, la rapidité. Voilà, vous écrivez un seul fichier et vous lancez en quelques minutes, ça crée toute une infrastructure. L'automatisation CI/CD, intégration dans les pipelines, par exemple Azure DevOps ou GitHub Actions. Ça veut dire, quand on va par exemple voir Terraform, c'est vraiment où je vais beaucoup insister parce que Terraform, c'est l'outil que vous allez sûrement beaucoup utiliser en entreprise. Voilà, donc je vais vous montrer par exemple comment côté infrastructure, vous pouvez donc mettre sur pied un pipeline pour pouvoir déployer votre infrastructure. D'accord? Les 3 piliers du IAC sur Azure qu'il faut connaître. Il y a l'ARM template. OK, ça c'est le premier. Voilà un peu sa syntaxe. On va revenir dessus. Ne vous inquiétez pas. Voilà Bicep. Bicep est un langage spécifique. Donc, c'est un domaine spécifique language introduit par Microsoft pour simplifier l'écriture du template ARM. Un fichier Bicep est converti ou transpilé en ARM-JSON avant d'être envoyé à Azure. Donc, vous comprenez déjà. Donc, regardez ici, là, vous allez voir que la syntaxe est plus simple. Par contre, quand vous regardez un peu les deux, vous allez voir que la syntaxe ici est un peu plus simple. Maintenant, il y a Terraform. Terraform développé bien sûr par HashiCorp, qui est un outil IAC multi-cloud. Quand je parle du multi-cloud, si tu as suivi la formation depuis le début, tu dois connaître ce que veut dire multi-cloud. Si ce n'est pas le cas, rentre en arrière. Sinon, ta place n'est pas encore ici. Donc, contrairement à l'ARM et Bicep, qui sont spécifiques à Azure, Terraform peut gérer simultanément AWS, Azure et GCP et d'autres services SaaS. Donc, en gros, c'est pour ça qu'on parle du multi-cloud. Il ne faut pas confondre multi-cloud et cloud hybride. Plateforme comparative. Donc, vous pouvez voir les critères ici. Le type, c'est du JSON pour le template, c'est du DSL ici, et c'est du multi-cloud HCL. Maintenant, lisibilité verbose technique. Donc, voilà, c'est un peu technique. Il faut être du domaine. Ici, c'est propre et concis. Ici, c'est déclaratif et standardisé. D'accord? Par contre, l'état ici, on est sur du stateless. Ça veut dire que voilà, tout est juste déclaratif dans un fichier pur. Il n'y a pas de state qui te permet voilà, de savoir concrètement ce que tu as fait ou pas. Ici, on est aussi sur du stateless, voilà, avec Bicep. Et par contre, avec Terraform, on est sur du stateful parce qu'on a un état qui est stocké. Apprentissage.
Apprentissage, si vous ne comprenez pas ce que veut dire stateful, voilà, vous venez sur GitHub, hein, vous partez dans la formation, sur le répertoire formation DevOps, vous entrez dans le fichier, ok, le dossier Terraform et vous lisez un peu, vous allez beaucoup comprendre pas mal de choses. Apprentissage, il faut maîtriser le JSON. Ici, facile, en 2-3 jours, tu maîtrises Bicep. Ici, Terraform, courbe modérée. Terraform n'est pas compliqué, mais au fur et à mesure que tu travailles avec, tu apprends énormément de choses, etc. Donc, tu ne peux pas maîtriser peut-être en 2-3 jours comme l'autre, non. Mais tu peux comprendre les bases en 2-3 jours, mais vraiment maîtriser, être professionnel avec, il faut commencer par faire des projets, ainsi de suite, et tu vas évoluer. Donc, c'est vraiment une courbe modérée. Maintenant, le multi-cloud, ici c'est non, ici c'est non, ici c'est oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec l'ARM template, tu ne peux que travailler sur... Avec l'ARM template, tu ne peux travailler que sur Azure. Avec le Bicep, tu ne peux travailler que sur Azure. Par contre, avec Terraform, tu peux travailler sur GCP, tu peux travailler sur AWS et tu peux travailler sur, bien sûr, sur Azure. Maintenant, les recommandations héritées pour celui-ci là. Donc voilà, il vient complet. En fait, c'est l'outil qui est développé avec Azure. Voilà, c'est le premier outil. Voici l'outil recommandé par Azure quand tu veux mettre sur pied une infrastructure, c'est Bicep. Et voici l'alternative légitime très utilisée par des entreprises. Pourquoi? Parce que quand tu maîtrises Terraform, tu peux l'utiliser pour AWS, tu peux l'utiliser pour GCP et tu peux l'utiliser pour Azure. Maintenant, cas d'utilisation template existant, intégration profonde. Maintenant, tous les nouveaux projets, on recommande de commencer avec Bicep. Maintenant, si tu es du multi-cloud et que tu veux vraiment avoir une gestion d'état avancée, ça veut dire si tu es dessus du multi-cloud, directement pas avec Terraform. Va directement avec Terraform. Maintenant, ça c'est un. Maintenant aussi, si tu veux avoir la gestion d'état avancée, alors va directement aussi avec Terraform. Beaucoup d'entreprises utilisent simplement Azure, mais avec Terraform. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir une gestion d'état avancée. Donc, à retenir, le Bicep est le langage recommandé par Microsoft pour tout nouveau projet Azure. L'ARM-JSON reste utile pour comprendre le fonctionnement interne et pour utiliser des templates existants. D'accord? Terraform est le choix naturel si votre organisation utilise plusieurs cloud providers. Structure fondamentale d'un template que vous deviez comprendre. Un template, le fichier JSON. Le template, c'est le fichier JSON. Si tu as déjà fait du JSON, alors tu connais déjà du template. D'accord? Mets juste comme ça dans ta tête. Maintenant, voici les sections obligatoires. Tu as le schéma, tu as ici, tu as le content version, tu as les paramètres, tu as la variable, la ressource et le output. Revenons. Schéma, c'est quoi? Schéma, c'est la version du langage ARM. Je vais vous expliquer. Vous savez, quand vous travaillez, les développeurs là qui suivent vont vite comprendre ça. Attendez, je vais ouvrir le projet sur VS Code. Les développeurs vont vite comprendre ça. Si vous êtes développeur, alors oui, parce que là, vous allez beaucoup comprendre pas mal de choses. Donc, je vais venir ici. Déjà, ouais. Je voulais faire quoi là? Ok, je voulais créer un fichier ici. Notre fichier ici, je vais l'appeler comment? Ok, je vais l'appeler CSS. Non, style.css. Comme ceci. Ok. Ensuite, je vais créer un autre dossier que je vais appeler projet. Projet avec S. Ok. Ok, j'ai un dossier ici. Vous savez, quand vous travaillez par exemple en CSS, pour mes développeurs là, quand vous travaillez avec du CSS par exemple, non, je vais plutôt prendre du HTML, pas du CSS. HTML. Ça fait longtemps que j'ai pu écrire du fichier HTML. Hein. Je vois, index.html. Ok, super. Voilà. Voici du HTML. Il y a les développeurs, quand eux ils travaillent, ils ont du HTML comme ceci. Maintenant, ici à l'intérieur, généralement, ils peuvent mettre du CSS.
Ils peuvent écrire un fichier qui essaie de prendre ces balises ici, mettre des couleurs, etc. Et après, qu'est-ce qu'ils viennent ici faire? Ils font un link comme ceci là, ils précisent un fichier. C'est ce fichier-ci là maintenant qui interprète tout ce qu'ils ont mis ici là. D'accord? Ce fichier CSS qu'ils ont écrit ici, c'est lui qui va interpréter, voilà, qui va dire, mettre les couleurs sur chaque bloc qu'ils ont mis ici là. Maintenant, après, aussi, ils peuvent travailler avec JavaScript. Ils peuvent travailler avec un script, par exemple. Maintenant, le script, si là, par exemple, lui, il va valider pas mal de choses ici. Peut-être qu'ils sont en train de faire des calculs, des trucs comme ça. Le script-ci va checker énormément de choses ici. Est-ce que la classe est bien référencée? Est-ce qu'il fallait vraiment... Donc, par exemple, ici, ils peuvent mettre une classe comme ça. Ils appellent, par exemple, cette classe Donald, programmeur, quelque chose comme ça. Voilà. C'est un peu, je crois, c'est un peu flou là. Donc, voilà. Donc, il va essayer, par exemple, de check cette classe. Est-ce que, voilà, est-ce qu'il prend l'objet qui est dans cette classe, celle-ci, il vérifie, voilà, l'objet-ci, normalement, ne doit pas être Hello World, mais ça va être Hello tout le monde, par exemple. Tout le monde, par exemple. D'accord? Donc, le script va checker ça. En gros, c'est la même chose ici. C'est la même chose ici. Le schema un peu, c'est un code. D'accord? C'est un code, c'est un ensemble, c'est un fichier qui contient une validation. OK? Donc, si je viens ici, j'ouvre par exemple, j'ouvre ça. Regardez, vous voyez, c'est comme le CSS, n'est-ce pas? Donc, c'est lui qui va interpréter, hein, qui va valider votre code. Donc, si tu fais une mauvaise référence, alors c'est lui qui va dire que non, à la ligne temps, tu n'as pas bien appelé tel truc, etc. Donc, vous voyez un peu. Donc, c'est ce code-ci qui a été écrit qui vous permet donc de pouvoir interpréter, valider votre écriture de JSON, tout simplement. Les développeurs vont beaucoup comprendre ça. Je fais cette explication vraiment pour ceux qui ne sont pas dev, qui n'ont pas été dev, peut-être qui sont sysadmin, etc. D'accord? Maintenant, donc, ça veut dire qu'il est obligatoire parce que tu as besoin d'une validation. Vrai ou faux? True. Voilà. Maintenant, content version. Content version, c'est la sémantique de votre template. D'accord? Voilà. La version sémantique de votre template, quand vous écrivez votre template, la version sémantique, vous devez le donner. Obligatoire. Maintenant, parameters, c'est la valeur fournie au moment du déploiement. Vous savez, quand vous déployez un template, peut-être que vous voulez vous-même préciser certains paramètres. Peut-être qu'en écrivant le code, vous avez donné des paramètres par défaut. Mais quand vous voulez déployer, vous voulez vous-même préciser certains paramètres. Alors, vous allez mettre dans template, dans paramètres, autant pour moi. Maintenant, il y a variable. Variable ici, c'est les valeurs calculées localement, utilisées dans le template. Disons que tu as besoin d'une variable qui va s'appeler storage account et que dans le template que tu écris, tu déclares la même variable storage account dans plusieurs endroits ou bien tu références sur plusieurs endroits. Tu vas voir qu'il y a répétition, n'est-ce pas? Donc, c'est mieux de déclarer une variable et de l'utiliser tout simplement dans le template. Ça permet la réutilisation aussi du template tout simplement. Maintenant, ressources. Ressources, c'est vraiment l'endroit que tu mets les ressources que tu veux créer. Donc, peut-être tu veux créer une machine virtuelle, c'est dans ressources que tu mets. Maintenant, output, c'est ce que tu veux avoir à la sortie après déploiement. Est-ce que tu veux l'adresse IP publique de ta machine, par exemple? Est-ce que tu veux le URL de ton load balancer, par exemple? Etc. Donc, ces genres de trucs, tu mets dans le output. Donc, en résumé, voilà ce que vous devez connaître par rapport à ça. Donc, les paramètres et les variables et fonctions. Donc, ici, il faut savoir que les paramètres permettent de rendre le template réutilisable. On le définit ainsi. Disons, storage name, le type, c'est le string, le min length, le max length, les méta. Donc, voilà, par exemple, un paramètre défini. Tu vois un peu? Maintenant, est-ce que tu dois retenir ça? Absolument pas. Il faut juste comprendre. Donc, quand tu as donné ton nom, OK, tu donnes ces différents attributs en fonction tout simplement. OK? Donc, par exemple, le nom, j'ai dit que le type, c'est quoi? C'est string. Le min len, c'est tout. Ce n'est pas des trucs qu'on retient. Donc, tu sais juste que quand tu définis une variable, il faut préciser son type de données. Est-ce que c'est un number? Est-ce que c'est un boolean? Voilà. Est-ce que c'est un string, une chaîne de caractères? Maintenant, ça doit avoir quelle taille minimale? On dit, oui, minimale, c'est 3. La taille maximale, c'est 24 caractères. La métadonnée, c'est la description. Donc, tu donnes une description qui permet de savoir à quoi va servir cette variable.
Même chose pour la location, même chose pour le environment type aussi. Maintenant, ici, tu vas remarquer quelque chose que tu peux donner les valeurs par défaut. Regarde, default value, par exemple, c'est ce que je vous disais. Default value, il est bien vrai, je pars un peu très vite, mais c'est pourquoi je pars très vite, c'est pas quelque chose de très complexe aussi, hein. Ne vous cassez pas la tête. Maintenant, ici, le type string, maintenant, allow value, c'est quelque chose. Voilà les valeurs que j'accepte. L'environnement, par exemple, que tu peux utiliser dessus, ça peut être soit dev, soit test, soit prod. À part les trois-ci, je n'accepte plus rien. Ça veut dire que sur l'utilisateur, quand il lance la valeur par défaut, c'est le dev, il n'est pas obligé de préciser, alors le dev va prendre effet immédiat. D'accord? Par contre, s'il entre quelque chose comme Donald, alors on refuse. S'il entre test, on accepte. S'il entre prod, on accepte. Maintenant, les variables. Ça, ce sont les paramètres, hein. On a vu comment on définit les paramètres. Ce n'est pas du tout compliqué. D'accord, les gars, ce n'est pas vraiment compliqué. Maintenant, les variables. Les variables ici, là, contiennent des expressions calculées. Elles évitent la duplication, tout simplement. Donc, par exemple, ici, je vais dire variable storage account type. Donc, ça, c'est une variable. OK, ça, c'est le groupe variable. Ici, maintenant, je vais définir mes variables. Maintenant, premier, storage account type, je vais dire, par exemple, ici, vous allez voir, voilà, ça, ce sont des fonctions qui existent. Je dis, par exemple, if, d'accord, igual, paramètre, environment type, approach, ça veut dire, ici, ça, c'est une expression, une évaluation d'expression. Je suis en train de regarder le paramètre ici. Regardez, je prends paramètre, qui est le voici, j'évalue le paramètre environment type, je fais if égale c'est là, c'est pour vérifier si c'est égal à prod. OK? Si c'est égal à prod, tout simplement. Alors, voilà les valeurs de environment type que je peux utiliser. Donc, je peux dire que c'est le Geo Redundancy Storage, par exemple, et Geo Redundant Storage. Ici, standard, ça c'est le Local Redundant Storage. On a vu tout ça hier, hein, donc vous devez y connaître ça. Ça veut dire que je dis que le storage type doit être soit ça, soit ceci. Quand on est en prod. Au cas contraire, l'utilisateur ne peut pas choisir ça si son environment type est dev. Vous voyez un peu. Donc, ce n'est pas du tout compliqué. OK? Maintenant, les tags, par exemple, comme variable, je dis environment tag, je prends paramètre environment type. Donc, je récupère, ça c'est une variable par exemple, je récupère du paramètre. Donc, j'ai un peu pris ces exemples complexes. Ça, c'est vraiment des exemples un peu complexes, hein, pour que vous compreniez que ce n'est pas vraiment dur en fait. Donc, pour dire que je peux donner une variable, hein, par exemple, ça c'est un tag que je définis, je peux donner ces valeurs en partant dans le paramètre qui a été défini. Ça veut dire que le paramètre permet vraiment d'utiliser un template comme on veut, où on le veut, parce qu'à partir des variables qui sont passées dans le paramètre, je peux récupérer les variables du paramètre pour passer dans mes vraies variables, et mes vraies variables seront utilisées dans les ressources. Je ne sais pas si vous voyez le lien. Je vais mettre un peu ça ici pour que vous puissiez comprendre. Donc, je clear. OK, les amis. Donc, ici, là, j'ai paramètre. OK, j'ai paramètres. Le paramètre est entré quand on fait le déploiement. Quand on fait le déploiement, c'est à ce moment-là qu'on ancre les paramètres. Je peux donc utiliser ces paramètres-ci là pour set mes variables. Vous voyez un peu, pour set mes variables. Pourquoi? Parce que je veux dynamiser un peu les ressources que j'ai fait ici là pour qu'on puisse utiliser ces ressources-ci. Voilà, on puisse utiliser ce template-ci sur plusieurs endroits. C'est pour ça que je peux me baser sur les paramètres qui ont été entrés pour pouvoir créer mes ressources au niveau du nom, etc. Et à partir des paramètres, je déclare mes variables. Donc, je fais que mes variables dépendent du paramètre qui ont été entrés ou bien des paramètres par défaut, voilà, que ce soit ce qui a été entré ou bien du paramètre par défaut. Et à partir de mes variables, je peux alimenter les ressources qui seront créées ou bien modifiées ou bien supprimées. D'accord? Voilà. Donc, en gros, c'est juste ça, ce n'est pas du tout compliqué. Maintenant, voici les fonctions que vous devez connaître. Donc, je vous les laisse lire. Ici, là, je vous ai montré, par exemple, igual. Est-ce que vous devez retenir ça? Non, pas du tout. Référence à une ressource. OK, référence à une ressource. Disons que, je ne sais pas si j'ai déjà déclaré la ressource ici. Non, on a fait variable. OK, le output.
Par exemple, si je veux définir le output du storage account qu'on est en train de vouloir, on va créer par exemple dans ressources. Alors, je vais dire par exemple storage account ID. Alors, je vais dire type string, valeur maintenant, je vais dire resource ID, par exemple Microsoft Storage, storage account, variable, account, storage account name. D'accord? Donc, la valeur de ça, la valeur-ci doit venir de la variable storage account name. D'accord? Storage account name qui sera défini. Mais on va voir ça plus long. Maintenant, déployer un template ARM. Tu dois passer par le command line. Donc, quand tu as écrit ton template JSON comme ceci, tu vas faire AZ deployment group create. Tu vas préciser le resource group comme ceci. D'accord, resource group. Tu vas préciser le template file qui est le template que toi tu as écrit comme ceci. Et ensuite les paramètres que tu as définis ici. Si tu ne définis pas les paramètres, les valeurs par défaut seront prises. D'accord? Donc, en gros, c'est juste ça. Donc, valeur 1, valeur 2, etc. Maintenant, les paramètres aussi peuvent venir d'un fichier JSON. Si tu as trop de paramètres, tu peux les mettre dans un fichier JSON. D'accord? Vous voyez un peu ici. Maintenant, ça c'est Azure Shell. Si tu veux créer avec Azure Shell, voilà comment on le fait avec Azure Shell. Mais bon, je vous ai montré avec les command line interface. Maintenant, depuis le portail Azure, tu peux faire créer une ressource déploiement de modèles. Utiliser un modèle personnalisé, coller le contenu JSON et suivre l'assistant. Ça veut dire que tu peux aussi déployer ton template JSON depuis le portail en fait. Donc, tu pars sur créer une ressource, tu choisis déploiement de modèle. Utiliser un modèle personnalisé. Tu choisis utiliser un modèle personnalisé, puis tu verses ton code, tout simplement. Les fichiers pour les paramètres, c'est quoi la structure? Maintenant, il faut toujours un chemin, voilà, pour pouvoir te dire que tu as bien défini, comme on le sait, content version, paramètres, ok, tu mets storage, tu mets value, environment type, tu mets value, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on définit le paramètre JSON. C'est vraiment simple, pas du tout compliqué. Gestion de cycle de vie, c'est-à-dire créer, modifier, supprimer. Lorsque vous exécutez un déploiement ARM, l'ARM compare l'état cible décrit dans le template avec l'état réel. Les ressources sont créées si elles n'existent pas, mises à jour si elles existent déjà. Vous comprenez? Donc, il faut bien comprendre ça. Avec le template JSON, avec l'ARM. Si la ressource n'existe pas, elle va la créer. Si elle existe déjà, elle va mettre à jour. Mode incrémental par défaut vers le mode complète. L'ARM propose deux modes de déploiement. Incrémental par défaut. Les ressources déjà présentes mais absentes du template restent intactes. Ça veut dire que si tu avais une ressource qui était déjà présente mais qui n'est pas dans le template, ça veut dire peut-être tu avais créé manuellement et que maintenant tu as fait le template, ça veut dire la ressource n'est pas, le code de la ressource n'est pas dans le template, alors elle va rester simplement intacte. Maintenant, complète, dans le mode complète, les ressources présentes mais absentes dans le template sont supprimées. Il faut bien comprendre les deux modes. D'accord? Il y a incrémental et complète. Ça veut dire que ça c'est le par défaut. Incrémental, c'est le par défaut. Ça veut dire que quand tu exécutes ton déploiement AZ deployment, comme ceci, si tu ne précises pas le mode que tu vois ici là, alors le mode qui sera utilisé, c'est le mode incrémental. Vous devez faire attention. Je sais que il y a parfois, il y a des trucs, vous voulez supprimer et que vous utilisez le mode incrémental, vous pensez ça n'a pas supprimé, ça va être là. Donc, si vous voulez supprimer tout ce qui était là, alors c'est le mode complète. Attention, le mode complète peut supprimer des ressources. À l'utiliser avec précaution, uniquement pour des déploiements maîtrisés, environnement de test complet. Pas en prod, dans tous les cas, en prod, vous faites ça. Voilà, vous pourriez endommager toute une entreprise si vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Suppression des ressources. Pour supprimer une ressource, deux approches. Supprimer directement la ressource. L'ARM template ne sert pas à ça. Ça veut dire tu peux faire AZ storage account delete, tu donnes le nom et tu supprimes.
Supprimer tout le resource group, destruction complète de la ressource. AZ group delete et tu supprimes le truc, ça va supprimer. Déployer un template qui ne contient plus la ressource avec le mode complète. Mais cette méthode est risquée et déconseillée en production. Déconseillée en production. À retenir, un template ARM crée ou met à jour des ressources. La suppression d'une ressource spécifique se fait généralement via une commande dédiée, pas via le template. Maintenant, si tu es sûr, tu peux faire via le template. Ça veut dire tu supprimes la ressource dans le template et tu utilises le mode complète. D'accord, les gars? Voilà. Maintenant, exemple. On va créer un storage account. D'accord? Voilà, je vais prendre ça. On va venir ici. Voilà le storage account. On va venir ici. Donc, je vais supprimer ça que j'ai utilisé pour vous montrer. OK, on va supprimer ça. Donc, dans projet, je vais faire plus. On va dire storage account.json. OK. Storage template, pardon, .json. Donc, c'est ici qu'on va mettre nos cocos. Mais dans ce qu'il faut savoir, il y a les extensions. Il y a les extensions. Il y a par exemple l'ARM. Il y a l'ARM, voilà, le voici. L'ARM Tools, le voici. Je l'ai installé. Apparemment, je l'ai installé. Bon, vous devez l'installer si vous voulez aller vite. L'ARM Manager Tools, le voici. D'accord. Il y a aussi le template viewer. Donc, si tu veux voir un peu, tu écris du template, ça te génère un diagramme pour voir un peu tout ce qui sera créé. Donc, tu peux utiliser ça. D'accord. Je peux aussi installer. Ouais, je crosse. Donc, regardez, tu écris du code comme ceci, ça te présente ce que ça va créer. D'accord? Tout simplement. OK, l'ARM Viewer, tout simplement. Donc, en gros, c'est ça. Donc, je vais fermer ici. Je vais venir ici. Donc, si vous avez installé ces deux plugins, par exemple, vous pouvez venir ici, vous faites ARM, comme ceci. Vous pouvez faire comme ça. Non, je ne voulais pas mettre ici AWS. Je fais comment ça ne détecte pas mon truc. Non. Attendez. Bon, normalement, mon ARM n'est pas activé. Je ne sais pas pourquoi. Il ne s'active pas. Mais normalement, ça vous permet d'aller vite. Normalement, quand je devais juste faire ARM, il devait apparaître là. Je ne sais plus ce CloudFormation qui vient. Je ne sais pas. Bon, il peut y avoir conflit entre les deux parce que je travaille beaucoup aussi avec AWS. Bon, c'est pas grave. Je voulais vous montrer cette rapidité-là, mais ça va. C'est pas grave. OK, ne vous inquiétez pas. C'est pas grave. OK, donc on va prendre ça. C'est un storage template. Je vais prendre le storage template. On va venir ici. On va mettre notre storage template. Regardons notre storage template. Voilà. Unable to load this. Voilà, ça parvient quand même. Je peux dire quick fix le problème. Pourquoi unable to load? Non, je ne suis même pas. Bon, ça va. Donc, voici notre schéma. Voici la version. OK, 01000 de notre code. Les paramètres que j'ai définis, tu dois ancrer le storage account name. Quand tu lances mon template, tu dois ancrer le storage account name. C'est le type string et c'est obligatoire. Il n'y a pas de valeur par défaut. Tu dois ancrer le location. D'accord? Maintenant, la valeur par défaut, je récupère ta région. OK? Resource group location. Tout simplement, dans là où tu as mis ton resource group, je récupère la location tout simplement. Le location tout simplement. Maintenant, variable ici, les tags, environnement, dev, création,
creation with rm par exemple, ça c'est les tags que j'ajoute. Maintenant, après, non, pardon, ça c'était, je suis quitté de paramètres, j'étais déjà dans variable. Voilà, dans variable, j'ai deux variables, j'ai une seule variable, j'ai le tag, et le tag, voilà, et j'ai l'environnement et la création 8 RM, tout simplement. Maintenant, ressources, j'ai une seule ressource, type de ma ressource, voilà, c'est le storage account, Microsoft Storage Account, donc tu hérites de ça. API version, ça c'est la version. Le nom que je donne, je pars dans paramètres, je récupère, le nom doit être storage name, d'accord, tout simplement. Je viens ici, location, je pars dans paramètres, je récupère location. Comme aussi, on pouvait créer ces paramètres, ces variables directement dans variable ici et les récupérer. Mais bon, ça devait faire encore un peu, ajouter une complexité. Ça, c'est si et seulement si on veut comparer quelque chose et choisir, d'accord? Donc ici déjà, voilà, il y a le SKU aussi. OK, voilà, ça peut être par défaut, c'est le local, OK, etc. Vous voyez un peu. Maintenant, on a quoi? Le kind, storage version 2, tout simplement. Maintenant, le output, qu'est-ce que je veux en output? Je veux le storage, tout simplement, le storage name. OK, voilà par exemple un truc. Je peux venir ici, je visualise ça comme ça. Voilà, storage. Ouais, donc on a un seul storage. Il n'y a pas, c'est un seul outil concret. Donc, comme vous voyez là, on a que le storage account qu'on va créer. C'est juste ça. Il n'y a plus rien d'autre. D'accord? Donc, je peux fermer. Donc, c'est pour ça qu'on a visualisé. C'est que lui qui est sorti. Il n'y a plus quelque chose d'autre. Vous comprenez maintenant pourquoi, n'est-ce pas? OK. Maintenant qu'on a fait ça, on va rentrer ici. On va créer le resource group. OK? On va créer un resource group ici. Donc là, je vais faire ça. Je ne sais même pas si j'ai installé AZ sur cette machine. Terminal. Vous pouvez simplement partir ici. Terminal ici. Je ne sais pas si j'ai installé Azure Command Line Interface sur cette machine. Login. Est-ce que ça va passer? Ah non, ça, ce n'est pas connu. Ok, c'est pas grave. Donc, ce qu'on va faire, je vais installer Azure Command Line rapidement. Ok. J'avais installé ça, mais plutôt sur ma machine Linux. Install Azure LI on Windows. Install un update avec widget. Non, je n'ai pas besoin de ça. Non, il n'y a que PowerShell. Oui. Ok. On va essayer ça. Dit fear when setting blablabla blah, following package were found among working package. Ok. Ensuite, il dit the underscore install Azure package install. Ok. With your desired version, here's the example. Ok. Si tu veux ta propre version, ok. On va voir. Jusque là, c'est pas reconnu, mais ça m'a dit ici que c'est bien.
On dit please specify one of them using source. Ok. Bah, essayons un peu ça. Apparemment, ça n'a pas trouvé la version. C'est bizarre. Fail. Command the server certificate did not match any of the expected value. C'est bizarre. Window. Ce truc va me perdre du temps. Ok les amis, c'est pas grave. On va faire sur ma machine Linux. D'accord. Je vais envoyer ça sur Linux. On va travailler là-bas. Donc, je vais pousser ceci. On va faire ça sur Linux. Ok. Donc, là, je vais venir ici. On va faire cd point SSH. Ok. Là, on va se connecter en SSH. Ouais, on va se connecter en SSH ici. Test. Ok, non. Ok, git clone. On va tester ça plutôt ici, les gars. Donc, je vais venir ici. Dans SPR. Je vais cloner ce projet. D'accord. Je fais git clone de ça. Ok, super. Azure, ok. Voilà, on peut continuer à suivre le tuto, ok? Super. Voilà, je peux rentrer. Nous étions au niveau... On avait entré notre paramètre. On avait pris cet exemple-là. Voilà. Donc, première des choses à faire, il faut créer... on va créer un resource group, d'accord? Parce que, bien sûr, on veut créer un storage account à partir du template, mais il nous faut attacher cela à un resource group parce qu'on sait que dans l'architecture, on n'a pas besoin de vérifier, mais on sait que tout service doit appartenir à un resource group. Donc, première des choses à faire, c'est de créer un resource group, d'accord? Donc, pour cela, il faut déjà se connecter votre compte à Azure. Donc, là, je vais dire Azure Login. Oh, pardon. Non. Azure Login. Pardon, AZ, autant pour moi. Login. OK. Donc, je copie ça. J'aurais dû faire simplement comme ça. Parce qu'il risque de me lancer un autre navigateur que moi, celui-ci. OK. J'entre le code. Oh. OK. Donc là, il doit être connecté. Maintenant, il me demande quelle subscription je veux. J'ai une seule subscription ici, le 1. Je tape entrée. Je suis connecté. OK? Donc là, ici, on va créer ce storage account, mais pas dans la région de France. Pour moi, je ne vais pas créer ça en France. Donc, vous pouvez créer dans votre région où vous voulez. Donc, là, j'ai Azure Group Create, Name, Resource Storage Demo, Location. Mon location ici, je vais dire Canada.
D'accord? Je vais taper Entrée. D'accord? Là, on voit que ça a été créé avec succès. Donc, si je fais AZ groupe list, voilà, on peut voir que mon RM démo a été créé. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Voilà, avec succès. Le provisional state sur CDET. OK? Vous devez être capable de lire ces trucs si simplement. Manage by, null. Name property, OK? Tag, null. Type, Microsoft Resource Azure. Donc, il faut savoir qu'il y a les types comme ceci. Vous aurez remarqué ça ici. Il est bien envoyé, je suis passé rapidement, mais c'est une question que sûrement vous vous êtes posée. Regardez, quand tu crées une ressource, tu dois préciser son type. D'accord? Et si tu veux connaître le type de la ressource, ChatGPT est ton meilleur ami, la documentation de Azure est ton meilleur ami. D'accord? Tu n'as pas besoin de retenir tout ça, mais tu dois connaître comment ça fonctionne. D'accord? Ok, déjà, tu dois savoir que chaque ressource a un type, donc il vient d'un type. Donc là, on a créé ça. Je vais aller dans le jour 12. Good, comme ceci. On va continuer notre tuto. Après ça, il faut déployer. Pour déployer, regardez, tu dois créer, parce que tu veux créer bien sûr, deployment. Et là, resource group, c'est ce qu'on vient de créer. Le template name est le template que nous avons créé. Vous voyez un peu? Maintenant, le paramètre qui est obligatoire, c'était le account storage name, qui est mon storage unique. Parce qu'on sait que les storage doivent avoir un seul nom unique. Donc, je peux copier ma commande. Je viens ici, j'entre, d'accord, et je peux taper Entrée. Maintenant, on me dit No source file. Et c'est tout à fait vrai, parce que là, quand je descends, c'est plutôt dans Projet. OK? Donc, pour cela, je vais venir ici, je vais dire, je vais faire Projet, comme ceci. Donc, là, je suis dans Projet, et là, c'est bon. Directory, no source file or directory. Bon, là, pour faire simple, je vais faire ceci. Peut-être j'ai mal donné. Attends, projet. Oui, j'ai mal écrit projet. J'ai mal écrit projet. J'ai écrit project en anglais, apparemment. Toujours? Bah, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, peut-être que je spécifie mal mon directory. Ce qu'on va faire tout simplement, on va dire, parce que peut-être qu'il faut mettre un chemin absolu. Donc là, je vais simplement dire projet. OK. Et là, ls, on est bien dedans. OK. Et je vais réexécuter la commande. Je vais enlever projet. Ici. D'accord. Et je vais taper Entrée. Donc là, on est à Accepted. Donc là, ça tourne. Ça tourne. Donc, vous avez remarqué que ici, notre template file, regardez bien le tag template file, c'est le template qu'on a écrit. Le paramètre underscore paramètre, le storage account name, mon storage account name. Maintenant là, il a terminé. Voilà, il a terminé ici. On peut voir ici quoi? On peut voir le ID, on peut voir le property, ok, pas mal de choses là-bas. On peut voir quoi d'autre? Le output, ok, le output qui est le account ID, le type string, le voici ici, mon unique, ok, le paramètre qui a été entré, voilà les paramètres qu'on a entrés, Canada Centre, etc. Et on a le account name, paramètre link, blablabla. Donc, on voit que c'est sur CDET et le storage qui a été utilisé. Donc, on va voir que le type, c'est Microsoft Deployment qui a été utilisé pour faire ça. Donc là, si je fais ça, donc là, je voulais me faire quoi? Donc, ça va. Donc, on voit que ça a été créé. Donc, on vient de créer à partir d'un template, d'accord? Maintenant, on va continuer création d'une machine virtuelle aussi. Donc,
ici, tu peux faire la même chose, les variables, etc. Maintenant, ici, c'est un peu plus complexe parce que ici, on va pas seulement créer une machine virtuelle. Donc, on va créer un template ARM pour définir plusieurs ressources interdépendantes, le réseau virtuel, le sous-réseau, l'adresse publique, l'adresse de sécurité réseau, la carte réseau et la VM. Donc, tu peux créer aussi ça. Donc, je vais mettre ici pour vous expliquer ça. Je viens ici. Je vais dire infra complet. .json. OK? Voilà un infra complet. Donc, regardez l'infra complet. Le schéma, la version, les paramètres qu'on définit, obligatoire, blablabla, tout ça sont obligatoires. Maintenant, ici, donc, on a le admin password, tout ça, les locations, et voilà la valeur par défaut. Maintenant, ici, variable, on a le vnet. Regardez, vnet, ça fait un concat sur le paramètre vnet-vnet. Donc, ça veut dire quoi? Le vnet que tu vas entrer comme variable ici, là, le nom que tu vas entrer comme variable ici pour la machine virtuelle, ce nom, ça va faire un underscore vnet dessus. Donc, ça sera le nom de ta machine virtuelle plus -vnet, tout simplement. D'accord? Maintenant, ici, comme variable, on a le subnet, ça va être le default. Public name, tu vois, il fait aussi un concat. Mais dans le network security group name, il fait aussi un concat. Pour le NIC, le network interface card, il fait aussi un concat. Maintenant, la ressource, hein, tu vois, première ressource, OK, il définit une ressource de type Network Security Group. Il définit le Security Group déjà, il l'accepte. Hein. Voilà, il met les versions, les variables qui vont avec. Maintenant, comme property, tu vas voir ici, il donne non. Voilà, property, le protocole. Donc ici, il fait un allow sur le port 22. Alors, donc, c'est un inbound rule. Donc, tu peux avoir ça. Ensuite, l'autre variable qui crée, c'est quoi? L'autre ressource qui crée, c'est l'adresse publique. Tu vois ici, crée. Maintenant, ensuite, sur le réseau virtuel, il crée avec tout ce que vous connaissez. Donc, je n'ai rien à vous expliquer ici. Nous avons déjà vu tout ça. Maintenant, après, qu'est-ce qu'il fait ici? Voilà, il crée l'interface. OK, le réseau, le truc de la carte, hein, interface. Donc, ça dépend de ça, ça, ça et ça. Maintenant, l'IP configuration, ici, c'est dynamique. Ça, c'est pour le subnet. Quoi d'autre qui est intéressant ici? Le NIC, non, pas intéressant. Bref, tout ça, vous connaissez déjà. Ça, c'est la machine virtuelle qu'il est en train de créer. Ça, c'est la taille de la machine virtuelle, le serveur, la version, la test, tout ça, le disque, tout ça, read, write. Bon, c'est pas vraiment intéressant. Donc, en fait, et voilà toutes ces ressources-là dans le network security, le sous-groupe, tout ça. Voilà ça ici, là, qu'on vient de faire. Donc, on peut créer ça. Qu'est-ce qui est obligatoire pour nous ici? C'est le location, le admin et tout ceci. Donc, là, on peut simplement faire ça. Donc, tu peux utiliser cette commande pour créer. OK? Tu peux utiliser cette commande pour créer. Donc, là, ça va nous prendre quand même du temps pour créer ça. Mais ça va fonctionner. Je l'ai déjà testé, tout ça, ça va fonctionner. D'accord? Vous pouvez juste faire ça et vous créez. Maintenant, template 3. Utiliser les paramètres pour personnaliser le déploiement. OK? Ça veut dire ici, vous pouvez maintenant mettre un JSON comme ceci. Un JSON pour la def. Donc, je peux créer ça pour vous. Vous pourriez juste copier ici. Je vais faire projet 1. Ah, j'ai fait ça comme fichier. OK, désolé. Bon, je peux plutôt faire ça ici. Dans le même projet ici, je crée encore un folder que je vais appeler projet structuré. Comme ceci. Et là, je fais new. Je vous mets d'abord paramètres pour la def. D'accord? Ça, c'est pour les gens de la def. Voilà. Donc, ici, on a défini les paramètres uniquement pour les gars de la def. Ensuite, vous avez besoin des paramètres pour la prod. Donc, ça, c'est un peu de manière plus pro, mieux structurée. Des paramètres pour la prod.
Ensuite, vous avez besoin de quoi? Vous pouvez avoir besoin des paramètres pour le staging, etc. Donc, je peux vous ajouter ça ici. Paramètres, paramétas, pardon, paramètres, staging, pourquoi pas, point JSON. OK. Et je vais laisser un truc ici. OK. Ici, je peux... non, pas premium quand même. Ouais, toujours comme ça, tout simplement. OK. Donc, vous pouvez créer comme ceci, plusieurs comme ceci. Donc, pour les différents VM, maintenant, vous prenez ça. Vous prenez ceci, le template. Vous faites ici ressources. Ou bien vous mettez infra. Bon, je préfère ressources. Hein. Ressources.json. Resources.json. D'accord? Je préfère comme ça. Vous mettez ça maintenant. Donc là maintenant, au niveau paramètres, vous pouvez simplement préciser un de ces fichiers que de les entrer les unes après les autres. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc en gros, ce que je veux dire, c'est ça. Que de préciser les paramètres tout comme ceci. Voilà, que de préciser les paramètres comme ça. Vous pouvez simplement faire comme je vous ai montré plus haut ici. Comme ceci. Vous mettez juste paramètre comme ça. Vous précisez le paramètre. D'accord? OK. OK. Les outils essentiels, je vous ai déjà montré. Par exemple, ici, si on vient là, staging ici, regardez. Ressources, si je viens visionner ces ressources, voilà ce qu'on crée. D'accord? On a notre network ici, on a le virtual network, on a public address, on a virtual network, on a le network security group. Donc, en gros, voilà juste ce qu'on crée. D'accord? Voilà juste ce qu'on crée. Donc, vous voyez que vous pouvez visualiser ce que vous créez ici, là, sans problème. D'accord? Et vous avez plusieurs labels là que vous pouvez, voilà, vous pouvez jouer avec. Ça dépend vraiment de vous. Mais je trouve ce blogging très important pour visualiser ce que vous êtes en train de faire en fait. D'accord? Super. Donc, j'ai déjà cité pour celui-ci, je vous ai déjà montré l'extension ci. C'est ce que j'ai téléchargé là. Je vous ai déjà montré ça. Azure, bon, il y a aussi cette autre extension. Vous pouvez voir ces extensions aussi. Maintenant, quoi d'autre ici? Il y a Toolkit aussi, si vous voulez installer. Voilà comment on le fait. Alors, cela dépend de vous. La sémantique, nommage cohérent. Vous aurez remarqué que je faisais des concas. Voilà, par exemple, il faut toujours que ça soit la sémantique soit propre. Maintenant, validation avant déploiement. D'accord, il faut valider la sémantique. Voilà comment on valide. Donc, par exemple, quand tu as écrit ton template et que tu veux valider la syntaxe, tu mets groupe validé et non create. Ça veut dire, ici, tu viens là, tu vois là où on a mis create là. Je vous conseille de faire généralement ça. Tu fais plutôt validate, comme ceci. Oh, ok, désolé. Désolé. Tu fais plutôt valider. Donc là, ça va vérifier tout ça. Si il y a un souci avec, ça va te dire le souci en question. Par exemple, error null. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de... Ah, attends, je suis où là? Je suis un peu perdu. Ok, voilà. Je suis ici. Donc, tu vas voir, il n'y a pas vraiment de souci.
tout est OK, tout est propre, d'accord? S'il y avait un souci, voilà, ça te dira qu'il y a un souci. OK? Maintenant, vois les changements sans les appliquer. Si tu veux voir des changements, tu fais plutôt ça. Tu fais what if, d'accord? Si tu veux savoir s'il y a un changement. Donc, le changement, si tu veux voir les changements que tu veux apporter, quoi. C'est un peu comme le plan de Terraform. Bref, pour ceux qui ont fait Terraform déjà, vous allez comprendre. Donc là, ça va un peu checker tout ça pour me montrer ce qui sera ajouté ou pas. Donc, c'est un peu comme le plan. Donc, change, là, par exemple, ça me dit quoi? Ça me dit the result, you can help improve the accuracy of the result by opening here, oui. Resource and property change are indicated with symbol. Resource and property, ok, equal to no change. The deployment will update the following scope. Par exemple, il y a le scope suivant. Ok, brun, qui sera update. Donc, ça, c'est juste un scope de permission sur le subscription. OK, mais jusque-là, il n'y a pas de ressources qui sera créée. Tu vois, donc il y a un changement, mais rien ne sera créé vraiment au niveau des ressources. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. OK, maintenant, lancer le déploiement, c'est create. Donc, il y a le what if, il y a le validate, c'est quelque chose que vous devez avoir en tête. Maintenant, côté sécurité, utilisez le type secure string. Donc, quand c'est quelque chose pour les admins, tu mets secure string. Tu vas remarquer ça ici. Il est bien vrai, je peux passer ça dessus parce que je sais qu'on devait revenir. C'est ça ici, secure string. Ça veut dire que voilà, c'est quelque chose de secret, tout simplement. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on dit? Pour les nouveaux projets Bicep, pour les projets existants, AREM, pour une organisation multi-cloud ou bien avec qui veulent vraiment avoir un state avancé, Terraform, et l'intégration dans le CI/CD. Donc, en gros, c'était ça notre formation. J'espère que vous aurez appris pas mal de choses ici. Donc là, maintenant, si je veux supprimer ce que j'ai fait, bah, qu'est-ce que je fais? Si je veux supprimer, je vais juste faire... comment ça s'appelle? Ouais, bon, non. Je vais dire juste AZ. Ok, AZ resource group delete. Le delete. Le nom de la ressource là, c'était qui? Resource groupe name s'appelait resource group storage demo. D'accord. Donc quand je supprime là, j'ai mal écrit resource group. Ok, putain. Resource group. Ok. Do you mean? J'ai écrit toujours mal. Attends. Attends. Resource group. Ah, bah, j'ai mis resource group au lieu de groupe, autant pour moi. J'ai ajouté resource. Ok. Ok, vers resource group. Voilà, c'est bien que tu es là donc comme ça parce que parfois j'ai une syntaxe en tête que j'essaie d'appliquer. Tout simplement, on me dit, j'ai dit yes.
Ah, yes, autant pour moi. Donc, j'ai une syntaxe en tête, comme je vous dis, je prends généralement le nom. C'est pour ça que vous allez voir, je sais que la ressource est resource group, donc c'est pour ça que vous allez voir, j'essaie d'écrire resource group directement, alors que bon, c'est groupe, delete, j'essaie de mettre un name, alors que bon, c'est resource group que je vais supprimer. D'accord? Ouais. Bon, il y a quand même ces outils d'aide qui te permettent de savoir ce que tu es en train de vouloir faire, essaye de te préciser des trucs, et à partir de ça, tu peux savoir ce que tu veux faire. Il y a aussi le Hub, si vous vous rappelez. Ok. Donc, on va checker. On va faire AZ groupe LS, liste. Voilà, c'est vite. Donc, on n'a plus rien, tout a été supprimé. D'accord? Pourquoi le groupe, hein, voilà, quand tu supprimes le groupe, voilà, normalement, ça va supprimer tout ce que tu as créé dans ce groupe. Donc, on est sans crainte, n'est-ce pas? On n'aura pas de facturation, etc. Bizarre, parce qu'on est sûr qu'on a supprimé. Donc, les gars, j'espère que vous avez aimé le tuto. Si c'est le cas, vous laissez un pouce. À nous revoir dans un prochain tutoriel.